Bonjour à toutes et à tous, ici Hélène de l'Étoile éveillée. J'espère que vous portez toutes et tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de la super pleine lune du mardi 14 juin 2022 qui aura lieu à 13h51 heure de Paris. Alors, qu'est-ce qu'une super pleine lune? C'est lorsque la lune va être sur son point d'orbite le plus proche de la Terre. Donc elle sera légèrement plus brillante et peut-être un petit peu plus visible, qu'une pleine lune classique et évidemment au niveau émotionnel, ça pourra être un petit peu plus intense. Et vous le savez, ce qui caractérise une pleine lune, c'est lorsque le soleil et la lune se trouvent en opposition. Donc ici, le soleil est à 23 degrés des Gémeaux et la lune à 23 degrés du Sagittaire, ce qui fait que nous avons une super pleine lune en Sagittaire, tout simplement. Alors, le Sagittaire, c'est un signe de feu dit mutable qui est gouverné par la planète Jupiter. Et le Sagittaire, il a coutume de représenter les voyages, donc que ce soit des voyages géographiques ou intérieurs, un peu plus spirituels, on va dire. Il représente aussi l'étranger. Alors, comme Jupiter justement est sa planète maîtresse, il représente aussi l'optimisme, pardon, la gaieté. C'est aussi un signe très philosophe, voilà, qui va être dans une quête de sens et qui va vraiment avoir ce côté aventurier, aimer découvrir, alors que ce soit de nouvelles cultures, de nouvelles langues, de nouveaux concepts. Et le Sagittaire, il est quand même assez ouvert au monde extérieur, mais il peut avoir aussi ce côté un peu ermite, enseignant, on va dire. Il est plutôt humaniste, curieux, ouvert d'esprit et peut avoir un certain sens de l'humour, un peu comme le Gémeaux. Par contre, voilà, comme on le sait, hein, tous les signes ont des parts d'ombre, et celui-là, il aurait tendance à être un petit peu tête en l'air, voilà, avoir un petit côté aussi moralisateur, un petit côté j'ai raison, hein, peu importe voilà, les dires de ce signe. Il peut y avoir aussi un côté quand même assez impulsif. Il y a un manque de tact, de diplomatie qui peut être assez grand. Encore une fois, voilà, on est aussi sur un animal, voilà, donc le cheval, donc il y a un côté aussi entêté, et voilà, qui pourra avoir du mal à reconnaître ses torts. Et je ne peux m'empêcher de penser au mot bourrin. Alors bourrin, ça désigne le cheval, donc c'est pas pour rien. Et je trouve que ça résume un petit peu le Sagittaire. Donc ce côté aussi un peu maladroit, un peu rentre-dedans. Une pleine lune en Sagittaire va donc nous apporter beaucoup d'optimisme, de gaieté, et va souvent nous donner envie de découvrir de nouvelles choses. Alors ça peut être de nouvelles cultures, hein, comme je l'ai déjà dit, de changer de vision aussi sur quelque chose en particulier, peu importe le domaine, hein. Ça donne envie aussi de voyager, hein, donc c'est quand même en rapport avec l'étranger, le Sagittaire, on l'a dit. Mais en fait, voilà, il y a vraiment cette notion d'apprendre quelque chose. Il y a un côté vraiment enseignant avec cette pleine lune, et ça va aussi nous faire du coup réfléchir sur nous-mêmes au sens en fait de notre propre existence. Comme vous le savez maintenant, la lune ici se tiendra à 23 degrés du Sagittaire et nous allons nous intéresser à son degré sabian, qui est un oiseau bleu, signe de chance et de bonheur, se tient à la porte de la maison. Ici, on reprend la symbolique du Sagittaire, donc on parle d'accueillir la joie, le bonheur qui s'offre à nous. Il pourra y avoir aussi un côté chance, un facteur chance, et une période abondante pour cette super pleine lune. Il s'agit aussi de reprendre espoir en quelque chose, et surtout de prendre conscience qu'on n'a pas besoin d'aller chercher le bonheur au bout du monde, hein, qu'il est juste là si on l'accepte de le voir et de le vivre pleinement. Maintenant, nous allons voir qui cette super pleine lune en Sagittaire va-t-elle impacter. Alors, pas de surprise, nous avons les Gémeaux et les Sagittaires, évidemment, puisque la pleine lune se passe directement dans leur signe, et ça touchera plus particulièrement ceux qui sont nés dans le troisième décan, et ça marche évidemment aussi si vous avez des planètes aux alentours des 23 degrés du Gémeaux et du Sagittaire, ou tout axe, notamment l'ascendant, descendant, fond du ciel ou milieu du ciel.
Ceux que cette super pleine lune va mettre au défi, ce sont évidemment, les Vierges et les Poissons. On parle toujours aussi aux alentours du 3e décan, autour des 23°, du Poisson et de la Vierge, hein, évidemment. Étant donné que ces signes-là sont en carré, donc en aspect dissonant, à cette super pleine lune. Ceux qui normalement vivront le mieux cette super pleine lune, ce seront déjà, les signes d'air, donc les Balances et les Verseaux, tout simplement parce que, ils sont trigones au soleil en Gémeaux et sextiles à la lune en Sagittaire. Et évidemment les 2 signes de feu, Lion et Bélier, puisqu'ils sont eux-mêmes trigones à la lune en Sagittaire et sextiles au soleil, pardon, en Gémeaux. Et toujours pareil, si vous avez des planètes ou des axes qui tombent vraiment dans ces, signes-là aux alentours des 23e degrés, voilà, ce sera quelque chose d'assez bénéfique pour vous en fonction de la planète ou de l'axe qui sera concerné. À noter aussi que Mercure n'est plus rétrograde depuis le début du mois et viendra, tout juste de rentrer en domicile en Gémeaux, et donc ça va favoriser, pour beaucoup l'analyse, la communication, voilà, qui sera beaucoup plus fluide aussi et nous donnera un esprit plus affûté. Alors ce sera surtout, pour les premiers décans, Gémeaux forcément, Balance et Verseau, et évidemment nos chers Lions et nos chers Béliers. Il nous reste donc 4 signes dits neutres, voilà, qui ne seront pas trop impactés, tout du moins directement par cette super pleine lune, à savoir, les Taureaux, les Scorpions, les Cancers et les Capricornes. Mais à noter, la conjonction, nœud nord Vénus-Uranus aux alentours, des, 20°, du Taureau. Donc forcément, ça impactera, nos Scorpions, hein, vu qu'il y a une opposition, voilà, directe à ce signe, donc ce sera plus une forme de tiraillement, on va dire. C'est peut-être pas quelque chose forcément comment dire? De conflictuel, mais voilà, il y aura peut-être un rapport un petit peu entre 2, voilà, des énergies un petit peu, on saura peut-être pas trop où se situer. Et on verra évidemment le sens de cette, triple conjonction, plus tard dans la vidéo. Et cette triple conjonction, bénéficiera surtout, au Capricorne, vu qu'il y a un trigone, hein, au Taureau évidemment, et au Cancer avec, ce sextile. Nous passons maintenant à l'analyse de cette super pleine lune. Déjà, la première chose, c'est la figure du T carré, entre, la pleine lune et Neptune, qui est à 25° des Poissons. Et Neptune en carré, il peut apporter cette notion de flou, de brouillard. On pourrait avoir du mal à discerner le vrai du faux, à prendre nos rêves pour des réalités ou, au contraire, penser que ce qui nous arrive, ce qu'on ressent, ne peut pas être réel. On peut aussi du coup avoir des doutes, sur la façon dont nous prenons notre place et sur comment nous nous affirmons surtout avec le carré au soleil. Et il faut aussi noter que Neptune, ça représente la connexion, hein, à tout ce qui nous entoure, mais dans les moins bons côtés, ça représente cette notion de dépendance. Alors que ce soit des dépendances, à des substances, donc alcool, drogue, voilà. Mais ça peut aussi représenter, des, dépendances affectives, donc voilà, donc au niveau relationnel également. Et ça peut aussi induire le fait qu'on puisse se mentir à nous-mêmes, voilà. Donc se faire des illusions sur nous-mêmes finalement, et naturellement, bon, ça concernera quand même beaucoup plus, les 3e décans, des Poissons, hein, des Vierges, des Gémeaux et des Sagittaires, hein. Et étant donné que la Lune est en carré à Neptune, cela peut exprimer une sensibilité vraiment extrême, à fleur de peau. On peut du coup aussi se sentir, brouillé dans nos propres ressentis, douter de notre propre intuition. Et il faut bien le rappeler que le T carré, c'est quand même une figure, qui symbolise quand même un défi à relever. Donc Neptune ici va nous mettre à l'épreuve et il s'agira donc de faire la part des choses, de ne pas se «noyer», hein, entre guillemets, dans nos émotions, et peut-être, de remettre en question certaines croyances, revoir son système de croyances.
quel qu'il soit, parce que Neptune, c'est quand même, comme je vous l'ai dit, la spiritualité, tout ce qui est aspiration, à ce qu'il y a de plus grand que nous, et cetera. Donc voilà, il faut accepter, une certaine forme aussi de mystère dans sa vie et peut-être se dire que tout ne peut pas être forcément, expliqué, on va dire, de manière rationnelle. Conjoint à la Lune en Sagittaire, nous avons un astéroïde qui s'appelle Echo. Et Echo, dans la mythologie grecque, c'est une nymphe qui a aidé Zeus à dissimuler ses tromperies aux yeux de sa femme Héra. Et manque de bol pour Echo, Héra s'en rend compte et décide de la punir. Donc Echo ne peut plus parler, mais est condamné à répéter éternellement les dernières paroles de ses interlocuteurs, d'où le fameux Echo. Donc ici, conjoint à la Lune, on peut parler de sentiments, de reproduire quelque chose de passé, surtout à un niveau émotionnel, voilà. On peut aussi être tenté, d'imiter, ou de copier quelqu'un ou une façon de vivre qui ne nous correspond pas forcément. Et pour moi, vraiment, la leçon d'écho ici, c'est, de retrouver sa propre voix. Voilà, de ne pas se laisser influencer, émotionnellement, par les autres et cela inclut du coup un travail sur, soi-même pour mieux se connaître, à savoir, ses désirs, mais surtout ses besoins les plus profonds, avec, la Lune. Cette fois-ci, conjoint au Soleil en Gémeaux, nous avons 2 astéroïdes. Le premier, c'est Elpie. Alors Elpie, c'est l'allégorie, la déesse de l'espoir qui est enfermée dans cette boîte de Pandore et qui est la dernière à en sortir. Vous savez, cette boîte de Pandore dans la mythologie grecque qui contient tous les maux de la terre. Et c'est de là, en fait, que vient aussi cette fameuse phrase quand il n'y a plus rien, il reste l'espoir. Et cet aspect-là va nous pousser justement à croire en nous, malgré les doutes, notre difficulté de discernement, voilà, que nous impose Neptune. Le second astéroïde conjoint au Soleil en Gémeaux, c'est Rhea. Rhea, c'est la mère dans la mythologie grecque de Zeus, de Héra, de Déméter, de Poséidon et d'Hadès, si je ne me trompe pas. Et Rhea, elle est vraiment à l'origine de tout. Elle est même aussi appelée la fleur de vie et elle va vraiment avoir ce côté maternel, donc elle va nous apporter beaucoup de protection en fait, de bienveillance et va nous pousser justement à nous sentir unis à toute chose. Mais avant tout de nous sentir unis à nous-mêmes lors de cette super pleine lune. Lors de cette super pleine lune, nous aurons une très belle figure que l'on appelle cerf-volant, qui est caractérisée par une opposition entre le soleil et la lune, ici, et 3 trigones et 2 sextiles avec Saturne et 2 astéroïdes que l'on va tout de suite regarder. La figure du cerf-volant, elle symbolise vraiment une évolution, une croissance intérieure et elle va être dynamisée justement par cette opposition entre la Lune et le Soleil. Et ce qu'il y a de beau, hein, c'est que Saturne, qui là est actuellement rétrograde, va quand même nous apporter son soutien, une forme de stabilité interne. Il va aussi nous apporter alors toutes ses qualités, c'est-à-dire la sagesse, la patience, pour notre évolution. Il va aussi nous aider à retrouver notre propre voie, hein, avec le sextile à la Lune et à Echo. Mais nous serons aussi aidés par donc 2 autres astéroïdes, à savoir Aurora, donc l'aurore, qui annonce les prémices d'un jour nouveau. Donc on parle ici vraiment de nouveau départ, de quelque chose qui débute. Et aussi nous avons Izanami. Alors Izanami, on en a déjà parlé. C'est une déesse japonaise qui représente la création et la mort. Et avec son époux Izanagi, ils représentent à eux deux le processus alchimique de transformation de soi. Et là, ici, Izanami, elle incarne vraiment ce principe féminin, le côté yin. Donc ici, on va vraiment parler de mutation intérieure avec les valeurs du féminin, c'est-à-dire la réceptivité, la sensibilité, la créativité,
l'intériorisation, mais aussi, le lâcher-prise. Ce côté-là va être accentué aussi avec, la présence de l'astéroïde Phénix qui n'est pas très loin du Soleil, même si on ne peut pas dire qu'il est complètement conjoint à lui, mais il le sera, prochainement, précisément le 21, juin 2022, le premier jour de l'été, à 0° du Cancer. Nous allons maintenant nous intéresser à cette conjonction de Vénus avec le nœud Nord et avec Uranus en Taureau. Donc il faut savoir que Vénus, elle est conjointe au nœud Nord, hein, et à Uranus, mais que Uranus n'est pas vraiment conjoint au nœud Nord, hein. Ce sera pour la prochaine nouvelle lune. Et dans un premier temps, on va voir ce qu'inclut en fait une conjonction entre Vénus et Uranus. Alors Vénus, vous le savez, hein, ça a un rapport avec tout ce qui est relationnel, avec nos sens, avec nos valeurs, avec notre argent aussi, hein. Et Uranus, planète des Verseaux, est quand même souvent synonyme de changement, de nouveauté. Ça peut être aussi un peu d'instabilité, mais c'est une énergie assez électrique, on va dire. Donc les deux qui sont conjoints, ça peut donner du coup des changements, un renouveau, une nouvelle vision aussi, alors au niveau relationnel, donc ça peut être amoureux ou pas, et aussi au niveau financier. Alors peut-être qu'il peut y avoir avec la Vénus en Taureau, hein, des nouveaux investissements financiers, des engagements. Alors ça peut être dans différents domaines. La Vénus en Taureau, elle va vraiment mettre en avant le fait de se reconnecter à son corps, à la nature, à ses propres valeurs. On parle vraiment d'ancrage ici, dans l'ici et le maintenant. Et avec Uranus, on peut dire qu'il y a aussi quelque chose de très vif, voire même d'électrique, hein, comme je l'ai dit précédemment, au niveau sentiment. Alors, ça peut aussi induire une forme d'excitation, alors pourquoi pas un coup de foudre, hein, mais pas forcément pour une personne, mais ça peut être pour une passion qu'on s'est découverte. Il peut aussi y avoir un besoin de liberté, d'indépendance très très fort, et cela va aussi engendrer un sentiment, on va dire, d'idéalisme, de recherche d'idéal. Et Vénus conjointe au nœud Nord, alors je le rappelle, le nœud Nord, c'est la voie d'évolution d'âme, c'est nos objectifs d'évolution tout simplement. Et conjoint à Vénus, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre avec ce qu'on a vu juste avant, hein, donc avec tout ce côté relationnel, ce changement, il y a peut-être une nouvelle vision à avoir et qui sera vraiment bénéfique pour notre évolution. Il y a 3 astéroïdes très importants conjoints au nœud Nord et à Vénus. Le premier d'entre eux, c'est Pallas. Alors Pallas, c'est l'épithète de Athéna, hein, dans la mythologie grecque, hein. Donc Pallas, elle incarne l'intelligence pratique, le côté guerrier, mais plus dans le côté stratège, réflexion. En fait, il y a vraiment une forme de sagesse qui émane d'elle. Donc ça, c'est par rapport, du coup, à ce qu'on doit accomplir, hein, vu que c'est conjoint au nœud Nord. Mais ça nous donne aussi quelques conseils par rapport donc au sujet qu'on a vu avant, hein, à Vénus, hein, donc soit éventuellement de nouvelles relations, des nouveaux investissements, voilà, ça peut être ce genre de choses. C'est plutôt d'appliquer une forme, on va dire, de sagesse, hein. Bon, c'est pas très originel, mais voilà. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'il y a un autre astéroïde, voilà, qui s'appelle Sophia, et qui lui signifie littéralement sagesse. Donc ça accentue vraiment ce côté-là, hein, ce côté réflexion, et ça va apporter une nuance un peu plus intellectuelle, plus posée à Vénus, qui est aussi conjointe à Uranus. Et le troisième astéroïde conjoint au nœud Nord et à Vénus, c'est Ishtar. Ishtar, c'est la déesse mésopotamienne de l'amour, de la fertilité, mais aussi de la guerre. C'est assez intéressant donc parce qu'elle rejoint à la fois Vénus, hein, qui est la déesse de l'amour dans la mythologie romaine, et à la fois Pallas, avec ce côté guerrier. Donc elle va, pour moi, elle va apporter une forme d'équilibre entre ce côté électrique et changeant de Vénus conjoint à Uranus, et ce côté beaucoup plus calme et réfléchi, voilà, que l'on retrouve avec Sophia et Pallas. Donc on a indubitablement une dimension un peu guerrière là-dedans, donc très volontaire, vraiment ce côté déterminé, j'allais dire, qui ressort.
mais pas dans le sens féroce et sanguinaire, hein. On n'est pas non plus dans le côté martien du Bélier, hein. Mais voilà, plutôt pareil dans une certaine forme de stratégie, de sagesse. Je dirais même de douceur et ce qui émane aussi de toute cette conjonction-là, c'est aussi beaucoup de sensualité. Parce que bon, comme je vous l'ai dit, Ishtar, c'est la déesse quand même de l'amour, Vénus aussi et Vénus, c'est quand même la planète, qui gouverne les Taureaux, donc là, elle est vraiment connectée à ses sens, donc il y a quand même quelque chose d'assez, j'allais dire assez caliente qui ressort avec cette conjonction. Mais évidemment, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. On en revient à quelque chose d'un peu plus sérieux avec ce fameux T carré entre les nœuds lunaires et Saturne. Alors, comme d'habitude, hein, le nœud nord est toujours, comme vient de le voir, en taureau, et le nœud sud en scorpion. Et en plus, Saturne rétrograde pour notre plus grand plaisir, donc là, c'est toujours pareil, ça va toujours nous donner ces impressions de stagnation, voire même peut-être même de régression, de blocage, peut-être aussi des peurs. Alors peut-être des peurs, ça peut être aussi lié à ce qu'on a vu précédemment, hein, donc tout ce qui peut être un peu nouveauté au niveau relationnel, au niveau investissement. Ça peut inclure ce genre de choses-là, mais c'est toujours, surtout en rapport avec notre évolution, donc il y a des choses encore à travailler, hein, et on sait que ça va durer encore un petit bout de temps. Et il faut savoir que, quand même, Saturne est une planète, on a la coutume de dire qu'elle est karmique, voilà, parce qu'elle a une énergie quand même qui est assez lourde. Et donc il y a vraiment quelque chose, qui peut nous paraître vraiment, comme je vais dire comme un poids sur les épaules. Donc ça dure depuis quelque temps, ça va encore durer, pour quelques mois tout du moins, donc ne pas paniquer évidemment, hein. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours regarder, les autres vidéos, les autres analyses que j'ai faites, précédemment parce que j'en parle un petit peu plus, en détail. Mais ici vraiment, on peut avoir des situations, d'ordre karmique, c'est-à-dire des choses, à régler vraiment, au niveau, de notre karma, donc de ce qu'on a peut-être pu faire. Il y a une notion d'équilibre peut-être à retrouver, surtout avec une rétrogradation de Saturne. Pour nous aider lors de cette super pleine lune, nous avons toujours le trigone entre Mercure et Pluton. Alors Mercure, comme je l'ai dit, au tout début de la vidéo, qui est redevenu, direct et qui sera à ce moment-là, tout juste rentré chez lui en Gémeaux, et Pluton, qui lui est toujours en Capricorne et rétrograde aussi toujours. Donc cet aspect-là, va nous apporter une meilleure compréhension, alors au niveau de nos idées, de notre mental, aussi j'allais dire une communication, en même temps fluide et à la fois, plus, profonde. Il y aura, comment dire, une recherche aussi peut-être de sens, de vérité, hein. On l'a vu, hein, Pluton est toujours dans ce côté-là de recherche d'authenticité et il supporte pas, le mensonge et cetera. Donc voilà, donc ça va toujours être là-dedans, donc il y aura toujours une forme de lucidité, que va nous apporter cet aspect, que ce soit dans notre manière de réfléchir ou dans notre manière de nous exprimer. Alors, pour cette super pleine lune en Sagittaire, il va nous être demandé d'accueillir avec plus de philosophie, hein. Donc on est quand même dans le signe le plus philosophe qui soit, hein, c'est pas pour rien. D'accueillir avec le plus de philosophie donc les événements qui arrivent à nous. Alors pour certains, ça pourrait être assez difficile, hein, on l'a vu que c'était principalement pour les troisièmes décans, donc des Gémeaux, des Sagittaires, des Vierges et des Poissons. Voilà, il y aura sûrement beaucoup de remises en question, de doutes, voilà, de se sentir un petit peu, dans le brouillard, de pas savoir où on va, ce qu'on ressent, ce qu'on est, hein. Il peut y avoir une remise en question totale, à ce niveau-là, sur notre personnalité, sur nos ressentis. Et on va du coup aussi nous demander de nous reconnecter un peu plus à nos véritables besoins avec la lune et on nous demande aussi d'être, plus ouverts d'esprit, donc de nous reconnecter à nous-mêmes, à notre propre voix intérieure, notre intuition et surtout, de pas chercher à imiter ou à être quelqu'un d'autre que soi-même.
Voilà, d'où l'importance, voilà, vraiment de se connaître et de savoir qui on est réellement et quels sont nos véritables besoins. Donc ça va forcément nous amener à une métamorphose, à une transformation intérieure, dans les valeurs du féminin sacré. Donc on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est le côté yin, le côté beaucoup plus, réceptif, l'introspection, la sensibilité, l'écoute de soi, l'écoute des autres pardon, la sensibilité et cetera. En plus, voilà, avec la lune quand même qui est, l'archétype féminin par excellence, donc on ne peut pas faire autrement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les astéroïdes proéminents de cette analyse de super pleine lune sont uniquement, des, déesses, féminines. Voilà, donc c'est quand même assez intriguant et il y aura aussi donc Izanami, hein, comme on l'a vu, qui va beaucoup nous aider, voilà, qui est sextile à la lune en Sagittaire. Ce qu'il est important de rappeler, c'est que cette super pleine lune se passe quand même dans l'axe de l'apprentissage et de la connaissance, avec, le Gémeaux qui lui représente la curiosité, la communication, l'intellect et le Sagittaire qui lui représente, la connaissance de soi, des autres, de l'étranger, hein, on l'a vu. Il a ce côté enseignant, ermite et à la fois sage, hein, ce côté aussi plus philosophe, on vient juste de le voir et c'est là, d'où vient cette quête de sens, en fait. Et là, j'ai pas pu m'empêcher de penser, à cette fameuse phrase de Socrate, hein: «Connais-toi toi-même». Pour lui, c'était vraiment la base, de toutes, les connaissances à acquérir. Tant qu'on ne se connaissait pas nous-mêmes, dans nos propres, désirs, nos ressentis, notre caractère et cetera, on ne pouvait pas apprendre vraiment autre chose de manière saine. Quoi de mieux que Socrate, éminent philosophe, pour terminer cette analyse de cette super pleine lune en Sagittaire. C'est maintenant la fin de cette analyse. J'espère qu'elle vous aura parlé et qu'elle vous donnera quelques pistes de réflexion. Je tenais également à vous remercier de m'avoir écouté jusqu'au bout et toujours encore un grand merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, hein. Vous savez qu'à chaque fois, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Donc n'hésitez pas, voilà, à dire aussi ce que vous avez pensé de cette analyse en commentaire. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook à l'étoile éveillée-astrologie ou me contacter directement par mail à l'étoileéveillée@gmail.com. C'était Hélène de l'Étoile éveillée. Je vous souhaite de passer une super pleine lune dans tous les sens du terme et je vous dis à bientôt.